Dans le chapitre numéro 2 de SES, nous allons voir quelles seront les mutations du travail et de l'emploi. Dans un premier temps, nous allons voir comment définir et mesurer les caractéristiques de l'emploi et du travail. Si j'ai un EC1, une épreuve composée nommée « Vous expliquerez la différence entre emploi, travail, activité et chômage », enfin qui nous pose la question, j'expliquerai que l'emploi c'est un contrat rémunéré, on est salarié quand on a un emploi. Le travail c'est pas forcément rémunéré, mais il peut être indépendant. L'activité c'est non rémunéré et le chômage, c'est une situation dans laquelle on est sans emploi, on est disponible pour travailler et on est en recherche active d'emploi. Un autre type de C improbable serait vous montrerai les évolutions des formes de l'emploi qui peuvent brouiller les frontières de l'emploi. On distingue alors l'emploi typique, le 35 heures par semaine, il est rémunéré, c'est en CDI, de l'emploi atypique, qui pourrait être les CDD, l'intérim, et encore d'autres types d'emplois atypiques, ça serait le temps partiel choisi entre l'emploi et l'inactivité, le temps partiel choisi entre l'emploi et le chômage, et le halo du chômage. Alors encore une fois un autre essai, hein. Vous citerez les deux indicateurs de la qualité de l'emploi et les expliquerez. Il y a plein d'indicateurs, on peut notamment noter la sécurité du travail, l'éthique, les revenus et autres prestations, le temps de travail et l'équilibre vie personnelle et privée, la sécurité de l'emploi et protection sociale, le dialogue social, les qualifications et formations continues, et les relations et motivations. Mais on va uniquement s'intéresser au temps partiel, au temps du travail équilibré, entre temps de travail et temps vie personnelle, et les revenus et prestations sociales, comme les tickets resto et tout. Partie numéro 2, les évolutions de l'organisation du travail. Vous expliquerez le fonctionnement du taylorisme et du fordisme. Alors, Frederick Winslow Taylor, c'est lui qui a créé le taylorisme en 1880. C'est le The One Best Way. Le but c'est de réorganiser le travail pour améliorer la productivité. On distingue alors la division horizontale, là où un ouvrier a une tâche bien précise qu'il exécute à longueur de journée, contrairement où avant un ouvrier c'était un artisan et il construisait les produits de A à Z. Et la division verticale, où on sépare le travail de conception en prenant des ingénieurs, avec le travail d'exécution avec des ouvriers. Du coup, ça permet de faire en sorte qu'on embauche plus de gens avec peu de qualifications comparé à avant. Ensuite, le Fordisme par Henry Ford, c'est les améliorations, c'est le fait qu'il y a un convoyeur, c'est-à-dire un tapis roulant. La standardisation, c'est-à-dire qu'au tout début, c'était la Ford noire, simple, et c'était toujours celle-ci. C'est la seule possible et facile à créer. Et une hausse des salaires pour recruter les meilleurs ouvriers. Bah, ça consiste, comme le taylorisme, à réorganiser le travail pour améliorer la productivité, pour améliorer les gains de productivité et améliorer le capitalisme. Vous expliquerez la remise en cause du Fordisme et ses conséquences. Le Fordisme peut créer une crise sociale, comme les ouvriers construisent à longueur de journée, en faisant une seule tâche répétitive, ils ne voient pas le résultat de leur travail directement, et ça peut créer une aliénation du travail, les ouvriers ils deviennent zinzin, ils deviennent fous. Et ensuite, ça peut créer une crise économique avec de plus en plus de concurrence, car de plus en plus d'entreprises adoptent le Fordisme et le taylorisme, et ensuite de plus en plus de demandes. Du coup, ça met plus de pression sur les ouvriers. Vous montrerez quelles sont les nouvelles formes d'organisation du travail et leurs limites. Comment a été organisé le travail après le taylorisme, le post-taylorisme. Les NFOT pour remédier au problème du Fordisme. Du coup, pour remédier à ces problèmes, on a fait quoi? On a fait des rotations de postes, les ouvriers ils changent de poste régulièrement pour pas s'ennuyer. Des groupes semi-autonomes, ils ont des tâches qui les rendent plus indépendants. Un élargissement des tâches, plus de tâches possibles envisageables. Un enrichissement des tâches, ils ont moins l'impression de faire une tâche stupide et du coup il faut parfois un peu plus de qualification pour effectuer les tâches. Toutes ces mesures sont utilisées pour lutter contre l'aliénation du travail. Il y a un exemple concret de NFOT, c'est le toyotisme, qui souhaite améliorer l'efficacité de la production en améliorant la gestion des flux des stocks pour éviter le gaspillage. Euh, en gros, c'est produire la demande. D'abord il y a la demande, ensuite il y a la pub, ensuite il y a la production. Les limites des nouvelles formes d'organisation du travail. Euh, Cette nouvelle forme d'organisation du travail, comme elle fonctionne avec la demande, ça met de plus en plus de pression sur les ouvriers qui découvrent le malheur que sont
les maladies du travail et les risques psychosociaux. Un non-travaillé a plus de responsabilités, il sort de l'anonymat, cependant il est toujours soumis à la demande. Enfin, le travailleur est soumis à la demande. Je vous montrerai comment le numérique transforme-t-il le travail. Le numérique, c'est l'ensemble des terminaux, des logiciels et applications, ainsi que la mise en réseau des données. On touche un nombre croissant d'activités et impacte le travail et l'emploi. Une notion qui est importante à retenir, c'est l'ubérisation de l'économie. C'est la remise en question de structures économiques traditionnelles par la mise en relation, blablabla, via des plateformes numériques. En gros, avant les taxis, c'était indépendant, et maintenant, si tu veux être taxi ou plutôt Uber, et bah tu passes par une plateforme qui échange juste un contrat commercial et pas un contrat de travail, ce qui fait que bah, t'es indépendant, mais t'es toujours soumis à un patron, mais t'as pas les avantages du travail, droits sociaux, tout ça, tout ça. Et ensuite, le numérique qui brouille les frontières du travail, parce que par exemple pour un streamer Twitch, bah, c'est compliqué de se faire reconnaître, t'as pas tous les droits sociaux, tu peux pas forcément enfin, cotiser, tout ça. Et bah, pour un travailleur du clic, cliquer toute la journée, c'est pas reconnu par l'État. Et mais du coup, une maman qui fait le travailleur du clic et qui a 300 balles par mois, bah, elle est reconnue comme inactive, et du coup, ça brouille les frontières du travail, parce que bah, elle travaille pas vraiment, mais à la fois elle a des revenus, enfin bref. Voilà. Si je tombe sur un EC3, sur la partie 2, ça pourrait être vous montrerai quelles sont les évolutions de l'organisation du travail depuis le XVIIIe siècle. Dans un premier temps, je pourrais parler du taylorisme, dans un second temps du Fordisme, dans un troisième temps de nouvelles formes du travail, et dans un dernier temps de la numérisation du travail. Partie 3, comment évolue le pouvoir d'intégration de l'emploi. Vous montrerez que le travail favorise l'intégration économique, sociale et symbolique. En effet, le travail apporte un meilleur statut social, une meilleure protection sociale, un revenu, ça permet de sociabiliser, ça permet la solidarité, et ça permet la socialisation secondaire. Du coup, on revient vers la sociabilité. Mais c'est tous les aspects bah, économiques, sociaux, symboliques. Toutefois, bah, vous montrerez que le chômage et la précarité du travail et de l'emploi affaiblissent le lien social. En effet, être au chômage, ça nous permet de gagner très peu de revenus, et du coup ça affaiblit nos liens sociaux, on peut moins sortir, tout ça nous isole, ça nous démotive. Et bah, pour la précarité c'est avoir un emploi incertain, ne pas remplir les objectifs. Bah, ça nous empêche d'avoir des droits sociaux, car ceux-ci sont fondés sur la stabilité de l'emploi, et la précarité, c'est souvent des emplois pas stables. Du coup, c'est compliqué. Vous montrerez comment évolue le pouvoir d'intégration du travail dans un EC3. Dans un premier temps, on peut dire qu'il favorise l'intégration économique, sociale et symbolique, et dans un second temps, on peut dire que toutefois le chômage et la précarité du travail affaiblissent le lien social.